Être acteur, c'est le rêve de beaucoup de gens. Et d'ailleurs, beaucoup travaillent d'arrache-pied pour le devenir. Mais connaissent-ils réellement la complexité de ce métier? La vie d'acteur est différente de ce que j'imaginais. C'est une vie à double tranchant. Être acteur, c'est exercer un métier dans lequel votre seul et unique outil de travail, c'est vous-même. Être acteur, c'est donner de sa personne, de son corps, mais aussi de son esprit. Être acteur, c'est s'exposer à des risques évidemment physiques, mais aussi psychologiques face auxquels une force mentale sans faille est indispensable. Aujourd'hui, messieurs, dames, je vais vous parler de 3 acteurs et actrices qui ont été traumatisés par leur rôle. Et à l'issue de cette vidéo, vous allez voir qu'être acteur, c'est pas toujours une grande partie de plaisir. Bien au contraire. En 1936, à Neuilly-sur-Seine, naît un homme prénommé Gabriel. Une fois adulte, Gabriel deviendra un grand écrivain français avec une belle carrière dans laquelle il publiera une 50aine d'ouvrages et obtiendra plusieurs récompenses littéraires. Le problème, c'est que le Gabriel dont je vous parle, c'est Gabriel Mazenef. Et pour ceux qui ne le savent pas, il est actuellement visé par une enquête pour viol sur mineur de moins de 15 ans. L'année dernière, en 2023, est sorti un film qui s'appelle Le Consentement. Ce film retrace l'histoire de Gabriel Mazenef et plus précisément de sa relation avec une fillette de 13 ans qu'il a considérée pendant des années comme sa muse et son amante. Alors évidemment, dès lors qu'on prend la décision de faire un film autour d'un homme comme Gabriel Mazenef, une grande partie de la difficulté réside dans le casting. Qui va incarner le rôle de ce gros film? Eh bien, c'est Jean-Paul Rouve. Alors habituellement, Jean-Paul, on le connaît plutôt pour ses rôles comiques, avec Les Tuches, Nos Jours Heureux, Le Sens de la Fête, entre autres. Mais avec ce film, Jean-Paul s'est aventuré sur un terrain différent, un terrain vertigineux et un terrain qui lui a fait peur. Il est le mal absolu, c'est un monstre terrible. Ça fait peur, même quand vous le jouez, ça fait peur. Moi, la première question qui m'est venue, c'est, en tant qu'acteur, comment est-ce qu'on prépare un tel rôle? Un acteur doit évidemment se renseigner sur son personnage, rassembler un maximum d'informations sur lui, essayer de se mettre à sa place, essayer de le comprendre. Souvent, on demande même aux comédiens d'aimer leur personnage, d'apprendre à les apprécier. Mais comment vous voulez aimer et comprendre un homme comme Mazenef? Eh bien, Jean-Paul Rouve le dit lui-même, c'est impossible. J'ai plein de questions sur ce mec. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais même pas s'il a conscience d'être un prédateur. Il y a beaucoup d'acteurs ou d'actrices qui, à la suite d'un tournage, ne sont pas forcément traumatisés, mais prétendent avoir du mal à sortir de leur rôle et à s'émanciper de leur personnage. En même temps, quand vous travaillez des mois dans la peau de quelqu'un d'autre, ça me semble pas illogique d'imaginer que parfois, ça puisse prendre du temps de passer à autre chose. Et ça, Jean-Paul Rouve, à la base, c'est un phénomène auquel il croit pas. Mais après avoir joué le rôle de Gabriel Mazenef, là, il comprend. Tous les soirs, je voulais prendre une sorte de douche de la tête. Je disais tellement de saloperies. Une partie de mon cerveau n'oubliait pas. Parmi les saloperies dont Jean-Paul parle, il y a évidemment toutes les scènes où il tient des propos immondes, mais aussi les scènes où il devait effectuer un rapprochement avec sa partenaire, qui dans le film a 14 ans, mais heureusement dans la vraie vie 22, ce qui rend la situation beaucoup moins embarrassante pour Jean-Paul. Mais il y a une scène qui l'a particulièrement marqué et dans laquelle il doit caresser la joue d'une petite fille de 14 ans. Sauf que cette fois-ci, la comédienne avait réellement 14 ans. Vous pouvez pas savoir ce que ça a été de faire ça. C'est pire que tout ce que j'ai tourné. J'étais avec une enfant de 14 ans et je devais tourner ça. Je me disais, il faisait ça lui. Alors je pense pas que Jean-Paul soit aujourd'hui littéralement traumatisé par ce rôle, je pense qu'il a cette force mentale pour passer à autre chose et sortir de son personnage, mais en tout cas, une chose est sûre, ce tournage restera dans sa mémoire et finalement son expérience lui permet aujourd'hui d'assimiler mieux que personne que le métier d'acteur, c'est pas toujours évident. Quand on est réalisateur, on est animé par l'envie de faire des bons films. Alors ça passe évidemment par une très bonne mise en scène, mais aussi par la capacité à véhiculer des émotions aux spectateurs. Pour ça, l'histoire a prouvé que les réalisateurs ont toujours débordé d'imagination et ont toujours appliqué un tas de stratagèmes pour arriver à leur fin. Mais malheureusement, sur le plan éthique, certains stratagèmes se sont montrés plus discutables que d'autres. Vouloir rendre une scène plus forte et plus réaliste, c'est bien, mais faut-il encore savoir le faire sans dépasser certaines limites ? Au début des années 70, le réalisateur italien Bernardo Bertolucci prépare son futur film, Le Dernier Tango, à Paris. Le film retrace l'histoire d'une passion charnelle entre un quadragénaire suicidaire qui vient de perdre son épouse et une jeune fille à l'allure adolescente. Au casting, dans le rôle du quadragénaire, on retrouve Marlon Brando et pour interpréter la jeune fille, Maria Schneider, une jeune actrice française de 19 ans en plein début de carrière. Une grande partie du tournage s'est déroulée au sein d'un appartement parisien. Un matin, Maria se rend donc dans cet appartement pour y tourner les scènes du jour et apprend par l'intermédiaire de Marlon Brando et du réalisateur qu'une scène de viol vient d'être ajoutée au scénario. Et cette scène de viol, il faut la tourner tout de suite.
Maria est sous le choc, dubitative et clairement pas emballée par l'idée. Mais comme je vous l'ai dit, Maria est jeune, elle a tout juste 19 ans, elle a peu de connaissances sur le métier et donc elle n'a pas ce réflexe d'appeler son agent ou encore même de contester l'ajout de cette scène. Ils me l'ont dit juste avant qu'on filme. J'étais révoltée. J'aurais dû appeler mon agent ou mon avocat. Alors le tournage débute et Marlon viole Maria devant les caméras de Bertolucci. Et le mal aurait pu s'arrêter là. Mais non. Maria va malheureusement avoir le droit à une nouvelle surprise, la présence d'une motte de beurre dont Marlon va se servir en guise de lubrifiant. Et l'objectif de Bertolucci avec cette scène, il le dit clairement, c'est d'obtenir de Maria non pas une réaction d'actrice, mais de la femme qu'elle est. Je ne voulais pas qu'elle joue. Je voulais qu'elle se sente réellement violée et humiliée. Au cours de sa carrière, Maria est évidemment revenue plusieurs fois sur cet épisode. Elle a tout d'abord tenu à clarifier que lors du tournage de cette scène, il n'y a jamais eu de réelle pénétration, contrairement à ce que certaines rumeurs peuvent laisser croire. Après ce tournage, la scène a laissé des séquelles psychologiques à Maria, l'histoire a commencé à faire du bruit, les médias s'en sont mêlés et Maria est devenue complètement folle. Elle a malheureusement plongé dans la drogue, donc LSD, cocaïne, marijuana, etc. Et il lui aura fallu un bon moment avant de guérir. D'ailleurs, pour l'anecdote, Maria était bisexuelle et c'est son ou sa partenaire, dont elle a toujours voulu taire le sexe, qui est parvenu à la sortir de toute cette tourmente. Après le dernier tango à Paris, Maria aura eu quand même une jolie carrière en tournant avec de grands acteurs comme notamment Jack Nicholson et même Gérard Depardieu. En 2011, elle finira par décéder et c'est seulement à sa mort que Bertolucci lui demandera pardon. C'est un peu limite, surtout venant d'un homme qui n'a jamais vraiment regretté ses actes. Quand j'étais en école de cinéma, tous mes professeurs d'actorat s'accordaient à dire que l'acteur est un être à part, un être sensible et qu'il fallait apprendre à échanger avec lui d'une certaine manière pour en obtenir le meilleur à l'écran. Et s'il y a bien un réalisateur qui aurait pu rire au nez de mes professeurs, c'est Stanley Kubrick. Il a beau être à l'origine de très grands films, dans lesquels d'ailleurs ses comédiens excellent, mais sur les tournages, il n'avait pas la réputation d'être un homme très tendre. Il s'en est d'ailleurs jamais caché, pour lui les acteurs ne sont rien d'autre que des enfants gâtés. Dans son film Orange Mécanique sorti en 1971, Kubrick tourne une scène dans laquelle le personnage principal, incarné par Malcolm McDowell, est victime d'une torture consistant à être maintenu les yeux ouverts devant une projection d'images violentes. Et évidemment, le très gentil Kubrick a exigé que Malcolm garde les yeux réellement ouverts durant toutes les prises. Les pinces en métal ont d'abord blessé la cornée de l'acteur et l'ouverture permanente de ses yeux a provoqué une cécité temporaire. Autrement dit, Malcolm a perdu la vue pendant quelques instants. Face à ces blessures et surtout face au retard qu'elles pouvaient causer sur le tournage, Kubrick a proposé à Malcolm de faire une opération. Mais en réalité, il lui a pas vraiment laissé le choix puisqu'il a directement fait venir de Londres un ophtalmologiste. Le comble dans cette histoire, c'est que Malcolm a fini par accepter de faire l'opération et une semaine plus tard, Kubrick a de nouveau demandé un gros plan sur les yeux de Malcolm. Alors Malcolm en a voulu des années à Kubrick, c'est quelque chose qu'il a vraiment mal vécu et honnêtement, on peut le comprendre. Mais visiblement, l'acteur est pas si rancunier que ça, puisque quand il a constaté que Orange Mécanique était devenu un chef-d'œuvre du cinéma, il a vite relativisé. Pendant les 10 ans qui ont suivi, je lui en voulais. J'en étais malade. Puis j'ai réalisé que c'était un chef-d'œuvre et que j'en faisais vraiment partie. Autant l'accepter et l'apprécier. D'ailleurs, je vous parlais tout à l'heure de Bertolucci et ses méthodes brutales pour obtenir des émotions plus fortes et plus réalistes à l'écran. Eh bien, figurez-vous que Kubrick aussi, sur le tournage de Shining, s'est montré plutôt cruel pour obtenir ce qu'il voulait de son actrice, Shelley Duvall. En effet, dans la mythique scène des escaliers où Jack avance vers sa femme en l'effrayant, Kubrick a exigé de refaire la prise une 30aine de fois. Et encore une fois, le but était d'obtenir une réaction authentique de la part de son actrice en lui mettant la pression et en l'épuisant. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. Des histoires de traumatisme liées à des rôles, il en existe un tas, donc n'hésitez pas à me donner les vôtres en commentaire si vous en connaissez. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à laisser un like, et moi je vous dis à très vite, on est en bleu.